On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la relance du programme InfoStop. Ça avait été amené il y a une vingtaine d'années sur le territoire de la MRC du Richelieu. On revient avec ce programme-là, c'est chapeauté. Il y a des partenariats, notamment avec la Sûreté du Québec. InfoStop, qu'est-ce que c'est? C'est un gros truc magnétique en signe de panneau d'arrêt que vous installez sur le devant de votre réfrigérateur. Et à l'intérieur du frigo, il y a un pot dans lequel il y a votre nom, votre carte d'assurance maladie, le numéro de la carte, de même que la liste de vos médicaments. Donc, c'est parfois, surtout pour les gens en perte d'autonomie ou les gens seuls à la maison, quand les intervenants arrivent, les policiers, les ambulanciers, ces gens-là ont une référence et peuvent bien sûr savoir votre nom et tous les médicaments que vous prenez. Bref, il y a différents organismes dans le territoire ici qui vont l'offrir et on va en parler en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on vous parle d'économie, on vous parle d'une année record en 2013 pour le territoire du Richelieu, notamment en matière d'investissement industriel. Parlons maintenant d'économie, puisque le Conseil économique du Richelieu, CLD, a déposé son rapport annuel pour l'année 2013. Rapport déposé mercredi, le 7 mai dernier. Avec nous pour en parler, sa directrice générale, Sylvie Lacroix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Je lisais d'ailleurs dans le communiqué qui résume les 30 quelques pages du rapport que, grosso modo, on parle ici d'une année record, notamment en matière d'investissement industriel. On parle d'environ 115 millions d'investissements. Si on compare avec les autres années ou les 5 dernières années, en quoi peut-on établir que c'est une année record? En fait, 115 millions, plus de 115 millions d'investissements, ça excède largement la moyenne des 4 dernières années qui était de 96,4 millions. Alors, c'est déjà les dernières années, puis là-dedans, j'inclus 2009, qui a été une année so-so à cause de la crise économique et financière qu'on a connue. Alors, si on prend les données des 4 dernières années, on est largement au-dessus, là, quasiment 200 000 de plus. Là. Bon, à quoi peut-on attribuer... Pardon, 20 millions de plus. Oui, 20 millions de plus. Moi, je trouvais que c'était pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, à quoi peut-on attribuer cette hausse quand même assez marquante? Si on dit que la moyenne, c'était 96 millions, puis cette année, on est à plus de 115, on attribue ça à quoi? Je dois avouer que le dossier de Excel, DHL, qui s'est installé dans le parc industriel de Saint-Luc, a contribué largement aussi aux résultats. Mais nonobstant tout ça, à chaque année, on a toujours un dossier d'un bon investissement qui se fait. Alors, mais c'est sûr que le dossier d'Excel a contribué. Bon, dossier d'Excel, petite parenthèse pour les gens, pour les situer en réalité. On parle ici du chemin Grand-Bernier, donc oui, le gros méga bâtiment entre Pierre-Caisse et les batteries Roson. Aux batteries entre SIC et batteries... Bon, c'est ça. Donc, c'est un gros bâtiment dans lequel on entrepose des équipements. Donc, ça, évidemment, c'est un investissement important, majeur. Mais ce n'est pas le seul. Mais ce n'est pas le seul. Quels sont les autres investissements importants? Je dirais de façon générale, il y a eu des investissements partout sur le territoire. C'est relativement réparti. C'est sûr que cet investissement-là a contribué, mais il y en a d'autres. Il y en a eu aussi dans le secteur alimentaire. Dans les produits électriques et électroniques, on a eu beaucoup. Et c'est généralement constant année après année. C'est un secteur qui produit beaucoup d'investissements. Bon. Revenons à l'exemple d'Excel, qu'on a d'ailleurs reçu ici en entrevue parce que ces gens-là faisaient une foire d'emploi. Quand même beaucoup d'emplois qui ont été créés. Un gros bâtiment qui entrepose des produits, des équipements de produits récréatifs. Pourquoi cette compagnie-là a fait le choix de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que ça ne vient pas mettre en valeur le fait que Saint-Jean est un peu une plaque tournante au niveau de son positionnement géographique? Il y a plusieurs éléments. Il y a toujours l'accessibilité routière. C'est sûr que la proximité des routes que nous avons, l'accessibilité au marché américain, on est central à Montérégie, donc pour aller vers les Maritimes et l'Ontario, on est vraiment très central. On est quand même relativement à proximité de Montréal, mais je dirais que le facteur important, c'était aussi la disponibilité de la main-d'œuvre. On ratisse très large au niveau de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est disponible à l'intérieur de Saint-Jean, donc un bassin d'à peu près 100 000 de population, mais on peut aller jusqu'à Montréal pour ratisser au niveau de la main-d'œuvre et malheureusement pour Montréal, c'est sûr qu'avec toutes les problématiques qu'ils ont au niveau des ponts, au niveau des infrastructures, il y a de plus en plus de main-d'œuvre, de personnes qui veulent travailler localement, qui ne veulent plus voyager à Montréal. Ce qui amène un bassin de main-d'œuvre intéressant pour les employeurs. Est-ce qu'on est en compétition avec d'autres régions pour ce projet-là? On est toujours en compétition, oui. C'est rare qu'une entreprise va regarder seulement un site. Ils vont engager des firmes spécialisées qui vont faire le tour des différents sites disponibles sur le marché et faire leurs recommandations. Généralement, ils partent peut-être avec une dizaine de sites, se retrouvent avec ce qu'on appelle le shortlist, qui est 2-3 sites,
et finalement, ils font la sélection parmi ces sites-là. Donc, année record en 2013 pour les investissements industriels, plus de 115 millions. On parle ici d'un bilan pour l'emploi de 7 692, donc tout près de 7 700 emplois. Est-ce que ça aussi, c'est un... En fait, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles récemment, en fait, probablement la semaine passée, le secteur industriel a connu encore une fois des coupures importantes. Nous, au contraire, on a eu une croissance au niveau des emplois industriels de 188 emplois. Donc, de plus, oui, de plus. Alors, c'est une excellente nouvelle, surtout prenant en considération que la dynamique des emplois a beaucoup varié. À titre d'exemple, il y a des entreprises qui, au lieu d'engager du personnel, vont plutôt essayer d'automatiser pour augmenter leur productivité, essayer d'automatiser certaines fonctions ou activités à l'intérieur de l'entreprise. Conséquemment, ça amène des mises à pied. Alors, plus la technologie est innovante, l'impact, malheureusement, est au niveau des emplois, mais ça permet de maintenir les emplois qui restent et peut-être même de les bonifier, ces emplois-là, parce qu'on va aller développer des expertises additionnelles. Alors, l'emploi, c'est un indicateur, mais il faut y faire attention là, dans l'interprétation qu'on peut en faire. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir eu une augmentation des emplois. Bon, parlons d'entrepreneuriat, un nouveau mot à la mode là, depuis 10, 15, 20 ans quasiment. On dit que les nouvelles sont très bonnes là aussi, avec une hausse des investissements. On parle de presque 5 millions, 3,5 millions d'investissements dans l'entrepreneuriat. Donc, là aussi, c'est une hausse par rapport à la moyenne des années? L'année passée, on avait eu 2,9 millions. Donc, on a une hausse au niveau des investissements. On a une hausse au niveau du nombre d'entreprises aussi qui a été créé. On est passé de 28 entreprises à 37 nouvelles entreprises. Alors, c'est quand même un nombre significatif. Ça, c'est les entreprises qui sont effectivement démarrées. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas d'autres qu'on n'a pas accompagnées, là, mais celles qui ont vraiment fait toutes les démarches et qui ont passé à travers tout le parcours du conquérant pour se rendre au démarrage d'une entreprise, il y en a quand même 37 qui ont réussi. Alors oui, c'est d'excellentes nouvelles de ce côté-là aussi. Donc, au final, tant dans l'industriel que dans l'entrepreneuriat, les investissements, création d'emplois, nombre d'entreprises. Donc, quand on regarde tous les chapitres, on est dans le positif. On est dans le positif. Même le taux de survie des entreprises après 5 ans, je vous dirais qu'au niveau national, on se dit, bon, peut-être qu'on a parti plus d'entreprises, mais dans le fond, il y en a peut-être qui n'ont pas survécu. Non, même de ce côté-là, ça va très bien aussi. Le taux de survie au Québec, de façon nationale, comme je mentionnais, c'est à peu près 35 de taux de survie. Après 5 ans? Après 5 ans, et on est à 81,6 de taux de survie après 5 ans des entreprises qu'on a démarrées dans les 5 dernières années. Fait que même de ce côté-là aussi, ça va très, très bien. Très, très bien. Une drôle de question, mais quand on regarde les nouvelles, disons, nationales, on a vécu une campagne électorale dont la thématique économie est revenue à quelques occasions. Très souvent, on nous dresse le portrait comme quoi que l'économie ne va pas bien, puis que, bon, souvent, on a l'impression que le portrait est sombre. Or, quand on regarde les chiffres ici, dans le Haut-Richelieu, on a l'impression que c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe dans le reste du Québec. Ou est-ce qu'on est pas mal pareil comme tout le monde? L'économie est quand même difficile. Ça, c'est clair et certain là, que pour les entreprises, c'est pas une période de croissance soutenue. C'est une croissance qui est fragile, qui peut facilement se retrouver dans une situation de stabilité ou même de décroissance. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on bénéficie peut-être d'opportunités de par notre localisation géographique, de par le fait qu'on a encore des terrains industriels de disponibles, par le fait qu'on a une main-d'œuvre qui est accessible. C'est des éléments qui sont importants pour nos entrepreneurs, mais on doit aussi considérer qu'on a des entrepreneurs dans différents secteurs d'activité. On n'a aucune dépendance économique à un secteur en particulier. Tout au contraire, on a même des opportunités qui se présentent à nous dans des secteurs vraiment très pointus de l'industrie qui pourraient apporter des retombées importantes. Parlez-nous du plan de rétention. En quoi ça consiste dans vos opérations? Le plan de rétention, c'est un outil dont on s'est doté en 2008-2009, quand la crise économique et financière est arrivée. L'objectif, c'était de pouvoir faire le suivi des entreprises d'une certaine taille, donc des entreprises qui exportaient, qui avaient plus de 10 employés, qui déjà, on avait peut-être connaissance, qui étaient en situation précaire, et les filiales de compagnies étrangères, qui sont toutes des dynamiques différentes. Alors, on s'est dit, on va suivre ces entreprises-là. Il y en avait à peu près 130 entreprises, et on les a codées de façon à assurer un suivi plus régulier. Donc, celles qui étaient codées rouges avaient un risque plus élevé de délocalisation. Ça pouvait être, par exemple, une filiale de compagnie étrangère dont la maison mère avait une diminution des activités. Donc, ça pourrait être tentant de fermer la compagnie canadienne pour la rapatrier aux États-Unis. Donc, on a fait un mode de suivi et on le poursuit.
C'est pas parce que l'économie s'est rattrapée qu'on a arrêté de faire ce type de suivi-là. Ça nous permet d'établir des relations de confiance avec les entreprises et ainsi de mieux déceler si jamais il y a quelque chose qui pourrait se présenter. Bon, le CLD a aussi participé à l'élaboration de la nouvelle politique industrielle du gouvernement. En quoi ça vient changer votre rôle au niveau des CLD? La politique industrielle, bon, il y avait tout le projet des gazelles, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. La politique industrielle aussi précisait le rôle d'Investissement Québec et dans le temps du ministère des Finances et Économie du Québec. Les CLD avaient un rôle important à jouer. C'était l'antenne locale pour tout ce qui était pour se faire, parce que le MFEQ, le ministère des Finances et Économie du Québec, ainsi qu'Investissement Québec, leurs bureaux sont régionaux. Pardon. Ouais, ça aussi, c'est un enjeu de la campagne. Ça aussi, c'est un enjeu de la campagne. Alors, ils sont localisés un à Brossard et l'autre à Longueuil. Donc, c'est sûr que là, ça prenait une antenne locale pour assurer le suivi auprès des entreprises plus spécifiques. Et c'est les CLD qui ont été identifiés comme étant l'organisme qui ferait le lien. Bon, quel est le rôle qu'exerce le CLD en matière de concertation régionale? Parce que, bon, tantôt on parlait d'industriel, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a d'autres volets de l'économie. Oui. Il y a les PME, il y a la culture, il y a l'économie sociale. Oui. Donc, comment on agit en concertation dans le milieu? Premièrement, on s'implique. L'équipe, on est une équipe de 13 personnes. On est impliqué dans plusieurs comités, plusieurs conseils d'administration. Dans le fond, l'important, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se fait pour être sûr d'aller chercher le maximum d'opportunités et de bien avoir le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Alors, les employés doivent être impliqués, la permanence, les commissaires, les gestionnaires sont vraiment impliqués sur le territoire au niveau des différents types d'organismes. Mais c'est principalement au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, ça prend un projet d'entreprise, soit que ce soit une entreprise d'économie sociale, une entreprise qu'on démarre. Ça peut être... Le seul autre exemple, ce serait les municipalités à cause du pacte rural qu'on doit administrer, mais ce sont des projets d'entreprise qu'on suit de près par l'implication sur des comités et des conseils d'administration. Là, vous avez également un changement de président. Donc, M. Serge Gagné tire sa révérence. Maintenant, c'est M. Daniel Tremblay de Tremcar qui va assumer la présidence de l'organisme. Effectivement. Alors, je voudrais remercier M. Serge Gagné qui a passé 5 années à nous soutenir au sein du CLD. On faisait beaucoup d'envieux d'avoir un industriel à la tête de notre organisme. Alors, ça amène une dimension où on a un entrepreneur qui comprend la nature de nos interventions, les enjeux des entrepreneurs. Alors, il nous quitte sur une très bonne note puisqu'on a une année record. Et M. Daniel Tremblay de Tremcar, lui, rentre avec une équipe bien solide en place. En terminant, je sais que le rapport annuel touche 2013. Qu'est-ce qu'on sait approximativement de l'an 2014, de janvier à aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà des indications de l'état de l'économie dans la région? Je dirais que la croissance est encore fragile. On a eu une très, très grosse année en 2013. Est-ce qu'on va avoir une année aussi grosse en 2014? Je ne sais pas. L'objectif, c'est de générer des opportunités pour nos entreprises et on travaille très, très fort là-dessus. Vous allez voir dans les prochaines semaines qu'on devrait, peut-être même dans les prochains jours, qu'on devrait peut-être annoncer des initiatives qu'on est en train de mettre en place pour vraiment essayer de maximiser les opportunités et les retombées économiques sur le territoire. Sylvie Lacroix, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'InfoStop. On vous parle maintenant de la relance du programme InfoStop dans la MRC du Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Mme Joanne Baudet, qui est directrice du Centre d'action bénévole Interaction Clarenceville-Noyant. C'est bien ça? Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que le sergent Martin Richard de la SQ. Bonsoir. Bonsoir. De même que Josie Ouimet, qui est organisatrice communautaire au C3S au Richelieu-Rouville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. InfoStop, c'est drôle parce que quand vous avez fait la conférence de presse avec le communiqué et tout ça, ça m'a rappelé des souvenirs parce qu'il y a plusieurs années, j'avais déjà fait un reportage là-dessus. Et dans ma tête, moi, je pensais que ça existait encore, mais qu'on n'entendait plus parler. Expliquez-nous, Mme Baudet, comment en sommes-nous venus à la relance du programme? C'est qu'on l'avait lancé la première fois il y a à peu près 20 ans.
Et suite à ça, Pharmaprix avait décidé de le refaire à condition qu'ils le donnent gratuitement à leurs clients. Et on était d'accord avec ça, mais ils ont décidé d'arrêter de faire le programme. Ça fait 10 ans qu'ils font le même programme. Et alors, nous, on a décidé de le relancer parce que moi, je suis en région, Noyant-Clarenceville, et c'est un programme sécuritaire pour les personnes qui vivent tout seuls et en région. Parce que, de un, tu as tous les numéros de téléphone nécessaires s'il y a un problème. On va les montrer ici, parce que peut-être nous expliquer, en gros, là, évidemment, ça, c'est aimanté. Là. Oui, ça va sur le frigo. Ça consiste en quoi? Alors, c'est un vinyle magnétique qui va sur le frigidaire, qui a les numéros nécessaires si tu as besoin de faire des appels, Urgence, Info Santé, Sûreté du Québec, Abus aînés, FADOC, etc. Et deuxièmement, il y a un pot à l'intérieur du frigidaire avec une fiche signalétique qui donne le numéro d'assurance maladie, les médicaments que tu prends, tes allergies et 2 personnes rejoindre en cas d'urgence. Parce que quand les ambulanciers ou la sûreté ou les policiers arrivent dans une maison, s'il faut qu'ils prennent leur carte d'assurance maladie, on ne sait jamais où ils l'ont placée. Souvent, ils ne sont pas capables de nous le dire non plus. Alors, en ouvrant le frigo, si c'est sur le frigo, ils ont toutes les informations nécessaires à l'intérieur. Bon. Monsieur Richard, comment la Sûreté du Québec intervient-elle à l'égard du programme InfoStop dans la Montérégie ici? Bien, nous, premièrement, on est partenaires. On est fiers d'être partenaires avec Mme Baudet et son organisme. Deuxièmement, mais sur le terrain, c'est sûr que c'est très pratique pour nos policiers, mais très pratique aussi pour les premiers intervenants. Ça nous permet d'identifier la victime, permet aussi de connaître l'état de santé de cette victime-là, puis surtout les personnes, la famille qu'on peut contacter justement pour leur dire qu'il y a quelque chose avec le membre de la famille. Expliquez-nous un peu la réalité que vous vivez comme policier à l'extérieur des centres urbains. Prenons l'exemple de Clarenceville-Noyant. Vous recevez un appel au 911, une personne âgée, seule à la maison, est en détresse. Entre le moment de l'appel puis le moment où votre autopatrouille arrive, ou à la limite l'ambulance, il peut y avoir certains délais, je présume. Puis quand vous arrivez sur place, puis si parfois la personne est inconsciente, là, vous êtes un peu dans le néant, j'imagine. Oui, c'est souvent le cas. Les délais sont souvent longs. Puis maintenant, on a un service, il y a les services pas mal étendus de premiers répondants qui arrivent. C'est pas beaucoup plus rapide que les ambulances. Donc, nous, on arrive en soutien à ça, mais c'est surtout pour avoir un suivi au niveau familial qui est important pour nous, puis l'identification de la personne aussi qui est victime du malaise. Donc, pour vos policiers, dès que vous arrivez dans une maison, vous vérifiez bien sûr s'il y a ça sur le frigo. Exactement. Après ça, vous ouvrez le frigo, puis là, vous avez le détail. Là, où oui. Les ambulanciers, s'ils arrivent sur l'entrefaite, là, vous pouvez leur communiquer l'information. Oui. Sinon, il arrive quoi? Sinon, vous faites quoi quand vous êtes aux prises avec quelqu'un que vous n'êtes pas capable d'identifier, sans savoir le problème de santé de la personne? Ça rallonge tout le processus. Quand elle est identifiée, à partir du moment qu'elle est prise en charge par les services ambulanciers, à ce moment-là, si c'est une personne qui a un dossier à Saint-Jean, bien, à ce moment-là, ils vont savoir exactement quel genre de médicament qu'elle prend puis l'intervention immédiate. De notre côté, quand elle n'est pas identifiée, à ce moment-là, on a des outils de recherche, mais c'est beaucoup plus long. Ça allonge les délais. Oui, on a des bases de données policières qu'on peut avoir au niveau en prenant des plaques de véhicules, mais ça peut arriver que si on est dans un chalet, exemple, puis les personnes sont au chalet, la plaque du véhicule ne correspond pas avec l'adresse où on est. Il y a plusieurs outils, cependant, ça, c'est beaucoup plus rapide. Bon, Josée, parlez-nous de la table de concertation pour les aînés. Quel est leur rôle qu'exerce le C3S là-dedans et les organismes? En fait, c'est une table de concertation qui est nouvelle. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Il y a environ une vingtaine de membres qui siègent sur cette table-là. Le C3S est un partenaire qui siège à la table. Il y a les centres d'action bénévoles qui sont là. Il y a la Ville de Saint-Jean, la Sûreté du Québec, la Police de Saint-Jean, la Société d'Alzheimer, Mobilaide, les résidences Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Association des retraités de la fonction publique, le Centre des aînés Joannais, la QDR, la FADOC. Donc, il y a plusieurs organismes qui travaillent auprès des aînés sur l'ensemble du territoire qui sont présents à cette table-là. Et on travaille des dossiers communs qui touchent les personnes aînées. Et le lancement d'InfoStop a été fait à cette table-là justement parce que les 5 centres d'action bénévoles du territoire du Haut-Richelieu, ainsi que la Sûreté du Québec et le C3S, on est des distributeurs du projet InfoStop. Donc, les personnes qui veulent s'en procurer peuvent contacter le Centre d'action bénévole, peuvent contacter la Sûreté du Québec ou le C3S.
L'avantage de passer par les centres d'action bénévole, c'est que si les personnes ont besoin d'aide pour remplir la fiche signalétique, il y a un bénévole qui va pouvoir les aider à remplir cette fiche-là. Donc, nous, on invite la table est très fière d'être associée à ce projet-là. Puis on invite les gens qui ont des maladies graves, des personnes âgées qui ont besoin du projet, bien, de communiquer soit avec la Sûreté du Québec, un centre d'action bénévole ou le C3S pour pouvoir se procurer le vinyle et la fiche signalétique. Bon, qu'est-ce qui advient à ce moment-là des gens qui habitent en milieu urbain ou un milieu qui est desservi? Exemple, police de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis évidemment, les gens qui nous regardent, on a des gens qui sont à Chambly, à Carignan, à Richelieu, à Saint-Mathias, qui sont desservis par un autre corps de police. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Présentement, ça va être donné aux gens de Saint-Jean aussi. C'est sûr qu'au départ, le projet était fait plus pour le secteur rural. À la table, on a trouvé ce projet-là très intéressant et on s'est dit qu'il va falloir trouver des sous pour pouvoir en avoir plus et l'offrir à plus de monde. C'est financé par qui? Madame? Oui. Oui, mais elle peut pas c'est vous? Oui. C'est vous qui financez le projet? Oui. Comme elle ne peut pas financer pour tout le Haut-Richelieu. Là, c'est beaucoup demandé. De demander à Clarenceville-Noyant de financer pour tout le monde, c'est beaucoup. Il faut que les autres mettent de l'argent dans leur poche, sortent de l'argent de leur poche. C'est ça. Alors, c'est un projet qu'on va travailler à la table cette Pour année, le pousser d'essayer de ailleurs, trouver là, des c'est sous ça. pour que on puisse, même si on en donne présentement aux gens de Saint-Jean, mais pour pouvoir en avoir plus d'exemplaires puis l'étendre là, à tout le territoire sans problème. La SQ au Richelieu, qui est basée à la Colle, dessert grosso modo quoi? Saint-Blaise, Saint-Paul, Saint-Valentin, la Colle, j'en oublie probablement de l'autre côté aussi. Côté Est, jusqu'à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Sainte-Brigitte, Mont-Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, Sabrevois, Henrieville, Saint-Sébastien, Venise en Québec, non? Aussi? Oui, Venise, oui. OK, donc vous avez quand même un large territoire. Vous desservez combien de population? 21 000 environ. C'est 21 000. 13 municipalités, oui. Exemple, chez vous, à Clarenceville-Noyant, il peut y avoir combien? Bon, c'est des municipalités de quoi? 1000 habitants, 2000 gros max? 1500. 1500. Il peut y avoir combien de personnes seules à la maison, en Nous, perte d'autonomie ou âgées? On a fait des recherches sur Internet et on a regardé le district que la Sûreté du Québec dessert et ça nous donnait des gens de 55 ans et plus, environ 2000. Bien, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup. Alors, on en a fait Sur faire. les 2000, il peut y en avoir évidemment qui sont seuls à la maison. Oui, ils peuvent être deux aussi, mais souvent, c'est important qu'ils aient les informations nécessaires quand tu arrives en situation de crise. Ouais, si on parle des personnes seules, mais à la limite, c'est bon aussi pour les gens qui sont en couple. Parce que si madame de 75 ans tombe par terre, puis son mari de 80 ans est un peu énervé par la chose, il vous appelle. Il se rappellera pas. Et c'est ça, donc c'est utile aussi. Là. Oui. Ça ne s'adresse pas juste aux aînés, ça peut s'adresser à des gens qui ont des maladies sévères, qui ont beaucoup de médicaments à prendre, qui ont des allergies, que ce soit dans leur frigidaire, c'est aidant pour les premiers répondants. Quand on dit tantôt, on peut aider les gens à remplir la fiche signalétique, dans le fond, c'est quoi qu'on demande là-dessus? Ah, le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance maladie, les médicaments qu'on prend si on a des allergies, des personnes rejointes en cas d'urgence. Alors, c'est tout à l'envers de la feuille. Vous avez les différents médicaments que la personne peut prendre. Alors, si elle ne les apporte pas avec elle à l'hôpital, ils ont au moins la liste des médicaments qu'ils prennent. Oui. Est-ce que, M. Richard, est-ce que c'est un programme qui existe également ailleurs, dans d'autres postes de la Sûreté du Québec à travers la province? Bien, celui qui l'a initié ici, qui est rendu à la MRC de la Jacques-Cartier, je crois qu'il... Il l'a importé? Ouais. Il l'apportait avec lui. Il l'apporte avec lui. C'est bien. Il l'a exporté, oui. C'est quelque chose qui pourrait très bien se faire partout au Québec. Là, dans le fond, c'est facilement exportable. Là. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs endroits. Je sais qu'à Saint-Hyacinthe, ils l'ont. Le projet a été repris là, à plusieurs endroits. C'est un beau projet puis, qui rend service. Là, donc. Là, vous en avez combien à distribuer? 2000. 2000. La date, n'avez-vous pas mal distribué? Bien, ça commence tranquillement. Là. On a regardé autour de chez nous, mais avec le CLSC, eux aussi vont en distribuer et la Sûreté aussi va en distribuer. Ils en ont. Donc, les gens peuvent se présenter à la SQ Lacolle? Oui. Oui, nous, on va en avoir. On va en mettre aussi à disposition dans les différents hôtels de ville à travers la MRC aussi. Donc, les municipalités de la MRC du Haut-Richelieu, desservies par la Sûreté du Québec, peuvent se procurer, dans le fond, l'équipement requis, là, le truc aimanté, plus la fiche, au travers des organismes que vous avez nommés tantôt. Les centres d'action bénévole. Les centres d'action bénévole. Le centre d'action bénévole de Saint-Jean, celui d'Iberville, celui d'Henrieville, le centre d'entraide régionale d'Henrieville, le centre d'action bénévole de la Frontière, qui est à la Colle,
celui de Clarenceville-Noyant. Et on souhaite bien sûr que éventuellement le programme soit, disons, amené dans les régions urbaines desservies par les autres corps de police et les autres organisations. Bien, comme présentement, on en donne. Nous, au CLSC, on ne regardera pas si les gens viennent de Clarenceville ou s'ils viennent de Saint-Jean. Comme je dis, on va travailler fort pour avoir les sous. C'est un beau projet. On devrait réussir à trouver les fonds pour en avoir plus. InfoStop, donc procurez-vous ça, bien sûr, avec le petit pot à mettre dans le frigidaire, avec la fiche, bien sûr. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances, puis en souhaitant, bien sûr, que ça fasse des petits. Je pense que c'est pour la sécurité de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le prochain conférencier devant les travailleurs autonomes du Richelieu sera le fleuriste décorateur Jean Guillet. C'est le mardi 20 mai, 7h30 le matin, au restaurant Les Glaces à Iberville. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui porte le nom Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits, on vous résume les travaux du conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. C'est le dimanche matin, 9h30 en direct. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire qu'on dessert, MRC au Richelieu, Rouville, mais la portion également Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu, de même que Farnham. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées. Vous pouvez également nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche à partir de 16h. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, on va vous parler de la cueillette de vêtements sur le territoire pour les organismes locaux et on reçoit également le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. À demain. Bye-bye.